Bonsoir à tous, alors je sais que cette vidéo n'était pas du tout prévue, mais je sais que très peu de personnes ce soir ont regardé Islande-France. Alors c'est pas du tout une critique, à votre place j'aurais fait pareil, mais en plus aujourd'hui on avait quand même cet événement spécial et c'est vrai que d'un côté on avait le 4-3-3 ou 4-5-1 ou je sais pas quoi de Didier avec Xavier Dupont de Ligonnès sur BFM. Donc je comprends toutes les personnes qui ont plutôt opté pour une chaîne d'information en direct plutôt que pour cette excellente partie de football, mais malheureusement, euh, comme j'essaye de m'en sortir, j'essaye de travailler, je fais du mieux que je peux. J'ai regardé ce match et du coup, on va faire un petit débriefing ensemble. On va faire un petit débriefing. Donc, tout simplement, on va commencer par la composition d'équipe avec Steve Mandanda. On avait l'anglais à gauche, Varane à droite, Pavard à droite. Digne à gauche, on avait Tolisso et Moussa Sissoko vu que N'Golo Kanté était forfait de dernière minute au milieu de terrain avec Matuidi qui était censé du moins sur le papier être positionné ailier gauche et devant Griezmann, Giroud et Coman. Donc premier enseignement, comme on en a l'habitude avec Didier, une composition très offensive vu qu'on avait quand même pas moins de 3 joueurs offensifs sur la pelouse, c'est pas rien. Et du coup, ça s'est traduit sur le terrain par une magnifique prestation de l'équipe de France qui, après avoir eu énormément d'occasions, comme vous vous en doutez, a fait la différence sur une magnifique action collective, à savoir un long ballon sur Olivier Giroud qui remise pour Griezmann et ça fait penalty. Donc, que retenir de ce Islande-France? Pas grand-chose, mais on va essayer quand même. Donc, très peu de surprises, on va être un peu sérieux, on va arrêter les blagues qui ne font rire personne, à part moi. Qu'est-ce qu'on a à retenir de ce match? Pas grand chose, forcément, avec cette composition. Alors, je suis pas fanatique du courant de pensée qui est de dire plus il y a de joueurs offensifs sur la pelouse, mieux c'est. Je pense pas que ce soit une règle absolue, je pense au contraire que c'est loin d'être vrai. Mais quand tu démarres un match face à l'Islande, on le sait, l'Islande c'est une équipe très solide, très bien en place, qui va essayer de tenir le score le plus longtemps possible et sur ses contres essayer de faire la différence. Se pointer avec 3 joueurs offensifs, dont un joueur comme Olivier Giroud qui est à court de compétition, c'était quand même très risqué. Très risqué dans le sens où on savait pertinemment que ça allait être très difficile de se créer des opportunités, qu'on allait se créer des situations de but et on savait que les moindres différences, elles seraient sûrement de la part de Coman parce que c'était le seul devant qui avait un profil pour faire des différences véritablement individuelles. Et on savait aussi qu'au milieu on aurait un problème parce que face à un bloc bas, on doit avoir des milieux qui sont capables d'une part d'avoir la mobilité pour proposer dans les espaces, pour proposer entre les lignes, et aussi la qualité technique pour se retourner sur une première touche. Or, on sait qu'avec Sissoko et Matuidi, c'était très compliqué, parce que Moussa Sissoko, on sait que c'est un joueur qui aime beaucoup les espaces, qui peut être excellent dans une configuration où il y a beaucoup d'espace dans lequel il va pouvoir s'engouffrer, balle au pied notamment, mais face à l'Islande qui avait donc ces 2 lignes de 4 très resserrées, très regroupées, ce serait très compliqué pour lui parce qu'il ne pourrait pas jouer là où il a les capacités de le faire. Et pour Matuidi, à gauche, on sait qu'il a du mal sur sa première touche, il n'a pas la qualité technique pour se retrouver face au jeu. Et du coup, on a eu un jeu qui a été très stérile dans l'entrejeu et qui a obligé Tolisso à décrocher beaucoup plus bas pour venir chercher les ballons parce que Tolisso était celui des 3 qui avait la plus grande qualité technique et la plus grande capacité de le faire. Mais quand on fait redescendre un Tolisso très bas sur le terrain pour aider à la première relance, on se prive de la capacité, enfin pour moi de la qualité principale de Tolisso, qui est sa projection sans ballon et sa projection même tout court dans les 30 derniers mètres, parce qu'on sait que c'est un joueur qui a d'énormes qualités dans ce registre-là. Et du coup, on se prive de cette capacité de Tolisso et on crée une stérilité dans l'entrejeu parce qu'on n'a pas les joueurs capables de faire le lien entre la relance et le front de l'attaque. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que on sait qu'à gauche, on n'a pas eu de création véritable parce que Matuidi n'est pas un vrai ailier et que c'est un joueur qui recentre beaucoup dans l'axe. Et on sait que devant, si on a Coman à droite, on n'a personne véritablement à gauche parce que Griezmann, il a ce rôle de décrocher plutôt dans l'axe du jeu pour être le meneur de l'équipe et pour faire cette transition-là. Donc on savait déjà que côté gauche, on n'allait créer aucun décalage parce que même si Digne est actif, si même Digne fait des montées, ces montées elles ne vont pas créer de décalage dans la mesure où il n'y a aucun point d'appui
ici pour étirer la défense. Donc c'était comme si, pour caricaturer, c'était comme si tu avais un ailier qui montait. Au final, la défense adverse, elle est préparée à ça. Là où elle aurait pu être mise en danger, c'est que si tu as un ailier, et là, tu as Digne qui monte, ça va créer un surnombre, ça va créer un décalage. Mais là, tu savais que tu n'allais pas pouvoir le faire. Les seuls décalages que tu avais le potentiel de faire, ce serait couloir droit avec les montées de Pavard et parce que tu as Coman. Donc là, tu as des situations de surnombre qui sont possibles, mais pas à gauche. Donc déjà, tu démarres le match avec quasiment la certitude que tu ne feras pas de décalage à gauche, quasiment la certitude que dans l'entrejeu, le lien il va être très compliqué et l'animation va être très compliquée. Donc, dans cette situation-là, très difficile de faire de jeu. Ça va donner beaucoup de responsabilités à Griezmann qui, lui, va devoir quasiment tout faire dans l'entrejeu. Et ça va pousser l'équipe aussi à envoyer de longs ballons parce que tu sais qu'au milieu de terrain, tu ne pourras pas faire le lien, tu ne pourras pas créer d'animation véritable. Donc, le match a été très compliqué. Il y a eu très peu de situations. Le peu de situations qu'il y a eu, c'est vraiment sur des différences individuelles, notamment de Coman ou sur des dédoublements avec Pavard. Ça a été vraiment les seules façons de déséquilibrer un peu l'Islande. Et le pire dans tout ça, c'est que l'Islande ne fait pas un bon match. Certes, ils sont bien en place, certes, ils sont bien regroupés, mais ils ont quand même laissé pas mal d'espace à l'équipe de France, que ce soit à Coman ou même à Griezmann dans ses décrochages. Il a rarement été suivi, donc il avait la possibilité d'orienter le jeu. Mais à chaque fois qu'on était dans le camp adverse, il y avait très peu de surnoms. Enfin, il n'y a jamais eu de surnom parce que tu étais maximum à 4. Tu avais Giroud, tu avais Griezmann, tu avais Coman et tu avais une potentielle montée, notamment de Pavard, ou grand maximum un Matuidi qui se projette. Mais tu avais jamais plus de 5 joueurs français. Et comment faire la différence dans cette situation où tu sais que ces 5 joueurs-là, ils vont se retrouver au milieu de 2 lignes de 4 islandais. Donc ça a été très stérile. Comme souvent, la France a eu de la réussite, il y a eu ce penalty qui a permis de faire la différence. Et après, à partir de là, ça a été beaucoup plus facile parce que l'Islande a été dans l'obligation de se dévoiler un peu plus et il y a eu des opportunités en contre, comme notamment Wissam Ben Yedder qui m'a encore fait perdre des sous sur Unibet. Donc, pour terminer, on va terminer, je pense, par un léger top et flop. Un top et un flop. Le flop, pour moi, c'est Varane. Parce que voilà, dans cette situation-là où tu sais qu'au milieu, ça va être compliqué et que ça va être difficile de créer du lien, tes défenseurs centraux, ils ont la responsabilité et ils doivent avoir la qualité de prendre des risques balle au pied pour casser des lignes. Alors l'anglais, il a essayé de le faire à pas mal de reprises et en plus le problème de l'anglais, c'est que sur son côté, il avait très peu de densité parce que tu avais pas de joueurs véritablement sur le côté parce que c'était Matuidi et tu sais que Matuidi, ça va être très difficile de le trouver et en plus pour lui de négocier les ballons à tomber. Donc l'anglais, il a essayé de le faire alors que sur son côté, c'est encore plus compliqué qu'à droite. Ou à droite, Varane, il avait quand même plus d'options. Il avait Coman, quand Coman décrochait. Il avait Pavard. Il aurait pu aussi essayer de jouer sur Tolisso ou sur Moussa Sissoko ou même sur Griezmann lorsqu'il décrochait. Et Varane, il n'a pris aucune responsabilité à ce niveau-là. Il a joué uniquement latéral. Il n'hésitait pas non plus à revenir souvent vers Mandanda derrière alors que la situation ne l'exigeait pas. Et pour le capitaine de l'équipe de France, pour un joueur qui joue au Real Madrid, tu attends quand même plus de lui dans l'utilisation du ballon. Donc si j'avais un flop à donner sur ce match, ce serait Varane. Et en top, je dirais quand même Coman parce que ça a été l'un des seuls, voire le seul, à réussir à créer des différences individuelles. Griezmann n'a pas été mal, surtout en deuxième mi-temps. Mais s'il y avait un top à donner, je pense, sur ce match, personnellement, je donnerais le nom de Coman. Donc voilà, c'est la première fois que je faisais un débrief. J'espère que les personnes qui ont regardé BFM TV ce soir ou iTélé ont pu avoir les informations nécessaires sur ce Islande-France. Rassurez-vous, de toute façon, vous n'avez rien raté, comme souvent avec l'équipe de France. J'espère que ce petit débrief vous a plu. Dites dans les commentaires, ça m'aidera si ce format vous a plu ou si je peux arrêter d'ores et déjà ce format. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner sur la chaîne et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.